On va laisser tout de suite la parole à Caroline Bizet de la Direction générale de l'offre de santé qu'on a souhaité traduire au travers de cette feuille de route nationale pour améliorer la sécurité des patients et des résidents, pour aller un peu plus loin que le programme national de la sécurité des patients 2011-2017, ou en tout cas d'être dans sa continuité, pour continuer à accompagner la sécurité des patients auprès des établissements de santé, mais aussi des structures médico-sociales et des professionnels de ville. Je vous laisse tout de suite la parole, Caroline. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci à l'ARS Pays de la Loire et à Calirel Santé pour l'organisation de ce webinaire. Donc effectivement, la DGOS a lancé de façon officielle le 24 novembre dernier la feuille de route nationale pour améliorer la sécurité des patients et des résidents. Et donc, je vais vous en présenter les enjeux, les objectifs et les actions qui sont inscrites, avec un zoom sur certaines actions qui vont illustrer l'importance de la mobilisation des gouvernances d'établissements dans la sécurité des patients et des résidents, donc qui est une condition en fait essentielle au développement de cette culture sécurité au plus près des équipes de terrain. Si on peut passer à la suivante. Merci. Donc, la sécurité des patients est un enjeu majeur porté par le ministère depuis 2011, puisqu'on organise chaque année la Semaine nationale de la sécurité des patients, où sont nombreuses les actions de terrain et qui mobilisent beaucoup de communication sur le sujet. Effectivement, entre 2013 et 2017, nous avons conduit le programme national pour la sécurité des patients qui a permis de décliner de nombreuses politiques publiques qui visent à améliorer cette qualité, cette sécurité des soins, notamment l'obligation de signalement des événements indésirables graves associés aux soins en 2016 et la mise en place de la fonction de coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins et bien d'autres. Et nous avons conduit aussi 3 études nationales, les études ENEIS, sur les événements indésirables associés aux soins, donc en 2004, 2009 et 2019. Et l'objectif de ces études, c'était d'évaluer l'incidence des événements indésirables graves associés aux soins en établissement, de repérer la part de ces événements jugés évitables et de décrire les causes et les facteurs contributifs. Et si on passe à la diapositive suivante, merci. La dernière étude qui a été menée en 2019, donc ENEIS 3, a permis de conclure qu'il y avait encore 4,4 événements indésirables graves liés aux soins qui survenaient pour 1000 journées d'hospitalisation, que plus de la moitié de ces événements étaient considérés ou pouvaient être considérés comme évitables, ce qui restait une part très importante. Et parmi ces événements évitables, on avait 38% qui relevaient de facteurs contributifs liés au travail en équipe, enfin liés à l'équipe, notamment tout ce qui concernait les facteurs humains et organisationnels. Donc, c'est sur ces événements qu'on veut agir avec cette feuille de route. Et un autre constat, c'était que parmi les 61 événements indésirables graves qui avaient été constatés pendant l'étude et qui correspondaient à la définition du décret du 25 novembre 2016, seulement un seul avait été déclaré sur le portail de signalement national, ce qui est très peu. Donc, au vu de tous ces constats, nous avons saisi l'opportunité de co-construire une feuille de route avec différents objectifs. Tout d'abord, développer davantage cette culture sécurité dans l'ensemble du système de santé, même si elle avait déjà été un petit peu amorcée avec le programme national de 2013. Élargir le périmètre donc au-delà de l'hôpital, donc en prenant en compte le secteur de ville et le médico-social.
rendre plus lisible ce qui était conduit en termes de sécurité au niveau national, régional et local, en embarquant un petit peu tous les acteurs sur le sujet et en promouvant la cohérence des actions menées. Et un des objectifs, c'est aussi de promouvoir davantage la place des usagers, des patients, de leurs proches, pour leur reconnaître leur rôle qui est essentiel dans la sécurité de leur prise en charge. Donc, les enjeux de cette feuille de route. Il s'agit donc de reconnaître en fait aussi la culture, en fait, on va dire organisationnelle, qui a un rôle important dans la vision globale de la sécurité des soins. D'impliquer davantage la gouvernance. Donc, c'est tout l'objet de ce webinaire pour notamment inclure cette vision dans les objectifs stratégiques et d'embarquer aussi l'ensemble des professionnels, par exemple en mettant en place des programmes de formation dédiés à la sécurité, en promouvant le signalement de ces événements indésirables, en améliorant donc les pratiques sur la gestion des risques. Un des enjeux aussi, c'est bien sûr d'associer, je l'ai déjà dit, mais les patients, les proches dans l'ensemble des processus de soins parce qu'ils ont un rôle essentiel dans la sécurité de la prise en charge, en les encourageant par exemple à signaler les erreurs, à faire entendre leurs préoccupations et donc favoriser une meilleure communication entre les soignants et les soignés. Et un des enjeux aussi portés par cette feuille de route, c'est bien évidemment de s'inscrire en cohérence avec les recommandations internationales qui sont portées par l'OMS, donc qui soulignent l'importance d'avoir cette approche un peu systémique sur la sécurité des patients. Donc, pour élaborer cette feuille de route, nous avons constitué un copil qui est composé de l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la sécurité des soins. Bien sûr, on y retrouve des acteurs institutionnels, donc toutes les directions d'administration centrale concernées, DGOS, DGS, DGCS, bien entendu la Haute Autorité de Santé, la FORAP, la CNAM et puis les France Asso Santé qui représentent les usagers. On a aussi des acteurs territoriaux avec des représentants d'ARS, notamment des coordonnateurs de réseau régional de vigilance et d'appui, et des acteurs de terrain avec des présidents de CME, des directeurs d'établissement, des directeurs de soins, des coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins et des experts en sécurité des soins. Donc voilà, donc ce copil a été chargé de co-construire cette feuille de route et là, on est plutôt à l'étape de préparation de sa mise en œuvre. Donc, on l'a estimé à une durée de 3 ans, mais finalement, les actions vont un petit peu être déroulées un peu plus longuement puisqu'il va falloir pérenniser tout ce qui va être mis en place pour bien sûr s'assurer que la culture sécurité soit bien, on va dire, mise en place dans l'ensemble des secteurs d'activité. La composition de cette feuille de route, donc, elle est assez restreinte, avec 2 objectifs transversaux qui sont un peu les piliers de la culture sécurité, donc j'y reviendrai. 5 axes de travail qui ont émergé, notamment suite aux résultats de la dernière étude nationale ENEIS. Et donc, au total, on a 26 actions qui vont être portées dans cette feuille de route. Alors, 2 objectifs transversaux qui ont émergé en fait sur les 2 piliers un peu pour instaurer cette culture sécurité. Le premier sur la communication que l'on doit engager auprès des professionnels de terrain et des usagers, puisqu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà sur la sécurité des patients. Donc l'idée, c'est pas de tout réinventer, mais plutôt de rappeler ce qui existe, ce qui a fait ses preuves, et aider les professionnels à se l'approprier. Le deuxième objectif sur la formation des professionnels et des usagers à la culture sécurité. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Pardon, je ne vois pas bien. On est à l'objectif 1. OK. Donc, sur la communication,
Donc, on a prévu un plan de communication assez élargi. Oui, assez élargi et donc on va passer par l'intermédiaire de tous nos partenaires institutionnels et nos réseaux impliqués dans la sécurité des soins en mobilisant notamment les ARS, les structures régionales d'appui pour accompagner ce plan de communication. Et puis, l'action 2, en fait, c'est de communiquer sur les outils qui existent déjà. On pense notamment à toutes les démarches qui sont promues par la HAS, le programme PACT, le programme d'amélioration du travail en équipe, le dispositif d'accréditation en équipe, les rencontres sécurité, j'y reviendrai, et puis tout un tas d'outils et de ressources déjà disponibles. Je pense notamment au guide HAS FORAP sur l'analyse des événements indésirables, les flashs sécurité patient de la HAS. Voilà, donc toutes les actions qui vont devoir être promues largement pour développer davantage cette culture sécurité. Sur l'objectif 2, donc on a 5 actions qui concernent la formation des professionnels et des patients à la culture sécurité. Donc, on souhaite mettre en place des actions de formation dès la formation initiale dans les études en santé, notamment en renforçant les enseignements sur la gestion des risques, dispenser des formations sur le travail en équipe et les facteurs humains organisationnels, renforcer les formations en prenant en compte les aspects des compétences non techniques qui vont aider à favoriser les pratiques collaboratives, notamment entre les membres d'une équipe ou interéquipe. Mettre en place des formations incitatives pour les professionnels en charge de l'analyse des événements indésirables et une action qui embarque aussi les patients partenaires dans la co-construction d'actions à destination des professionnels autour des enjeux de la qualité et de la sécurité des soins. Donc, au-delà de ces 2 objectifs transversaux, la feuille de route porte aussi 5 axes de travail qui ciblent des thématiques qui ont démontré leur impact et leur efficacité dans l'amélioration de la sécurité des patients. Donc, on a le premier axe qui est sur le travail en équipe et les temps collectifs. Le deuxième axe qui est sur la déclaration des événements indésirables graves associés aux soins. Le troisième axe sur la capitalisation des retours d'expérience. Le quatrième axe qui est sur certaines thématiques ou secteurs pour lesquels il y a encore des actions à mener, notamment le bloc opératoire, les soins critiques, etc. Je vais y revenir. Et l'axe 5 qui est vraiment l'axe qui met en lumière l'importance de la place des patients et de leurs proches dans l'amélioration de la sécurité. Alors, l'axe 1, en fait, est dédié à la valorisation et l'accompagnement du travail en équipe et des temps collectifs dans l'ensemble des secteurs de soins, que ce soit en ville, à l'hôpital ou en secteur médico-social. Il est coordonné par la Haute Autorité de Santé et l'Association française des directeurs de soins. Globalement, il s'appuie sur des dispositifs et des démarches qui sont déjà promus par la Haute Autorité de Santé et qui fonctionnent. On a notamment l'action 1 avec le déploiement du programme d'amélioration continue du travail en équipe. L'action 2 qui est ce même programme décliné en soins primaires. L'action 3 sur le dispositif d'accréditation en équipe. L'action 4 que je vais vous développer sur les rencontres sécurité et enfin l'action 5 qui va permettre de reconnaître la place du patient en tant que véritable membre de l'équipe. Et la première sous-action de cette action 5, c'est de partager l'expérience de partenariat réussi, puisqu'il y a des équipes qui déjà mènent beaucoup de choses, et donc de diffuser largement ces retours d'expérience. Donc, un petit zoom sur l'action 4, sur les rencontres sécurité, qui illustre l'importance de la mobilisation de la gouvernance dans la culture sécurité. Donc, pour rappel, les rencontres sécurité, c'est une méthode développée par la Haute Autorité de Santé. Elle permet de montrer l'engagement de la gouvernance sur les thématiques de la sécurité. Elle permet de faciliter la communication avec les équipes des secteurs d'activité. Et en fait, concrètement, comment ça va se passer? Donc, c'est une rencontre environ d'1 heure qui permet d'échanger donc entre les 2 équipes qui sont l'équipe qui représente la gouvernance de l'établissement, donc la direction de l'établissement, la CME, la direction des soins, et qui va dialoguer avec l'équipe du secteur d'activité visité
directement sur le lieu de travail et donc échanger sur des sujets autour de la sécurité des patients, de l'environnement, des conditions de travail des professionnels. Et ça va permettre d'établir, de co-construire, de partager un plan d'action pour améliorer la sécurité des patients. Donc, vous avez bien sûr l'intégralité des ressources sur les rencontres sécurité disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et donc, cette action 4 des 7 feuilles de route, hein, vu que les rencontres sécurité existent déjà, c'est de les déployer davantage parce qu'elles sont peu connues et peu développées. Et donc, les sous-actions visent à inciter à leur déploiement, notamment en sensibilisant et en formant les jeunes directeurs en formation à l'EHESP et donc la gouvernance des établissements. Et puis, une deuxième sous-action envisagée, c'est de valoriser l'utilisation de cette méthode, notamment dans les contractualisations entre les ARS et les établissements, aussi par le biais de la certification HAS et ces rencontres seront aussi, ou ces retours d'expérience pourront aussi être valorisés lors de la prochaine semaine sécurité des patients. Enfin, il y a tout un tas d'incitations et de valorisation qui sont en cours de construction et notamment qui seront portées par la Haute Autorité de Santé et l'Association française des directeurs de soins. Diapositive suivante. Alors, l'axe 2 cible en fait la sous-déclaration des événements indésirables graves associés aux soins. Donc, comme je vous l'ai dit, effectivement, on constate, malgré l'obligation de 2016, que les professionnels de santé sous-déclarent les événements indésirables graves dans le portail national de signalement, même si dans le dernier bilan de la HAS, on observe plus de 27% de signalements en plus. Il reste quand même une forte marge de progrès. Et donc, cet axe de travail de la feuille de route est coordonné par la Direction générale de la santé, qui porte notamment tous les travaux sur le portail de signalement national. Et donc, 3 actions sont ciblées dans cet axe. La première, c'est d'adapter le dispositif de déclaration externe, donc c'est-à-dire le portail de signalement, et renforcer la gestion et l'exploitation des événements par les agences régionales de santé. L'action 2, donc je vais un petit peu la développer, c'est contribuer à la culture juste et non punitive. Et l'action 3, c'est encourager davantage les professionnels à déclarer les événements indésirables graves associés aux soins en les mobilisant notamment lors des campagnes de sensibilisation ou de communication sur le sujet. Donc, pour illustrer aussi une action qui va impliquer la gouvernance dans cet axe, effectivement, dans les freins qui sont constatés par rapport à cette sous-déclaration d'événements indésirables graves, il y a la crainte de la sanction disciplinaire et pénale. Et donc, dans les sous-actions qui sont proposées, par la DGS. Il y a notamment l'élaboration d'une action commune avec le ministère de la Justice, c'est-à-dire d'élaborer un document santé-justice sur la gestion des événements indésirables graves et sur l'importance de ce système apprenant par l'erreur, donc de cette culture juste. Et puis une deuxième sous-action qui est prévue aussi par la DGS, c'est bien sûr de rappeler l'importance aux directions d'établissement, donc aux gouvernances d'établissement, le fait voilà, de cette culture juste et notamment ça peut être traduit par l'existence des chartes de non-sanction ou des chartes de confiance que vous connaissez peut-être, mais en tout cas de prendre en compte dans la prise de décision par rapport à un EIG cette notion de culture juste et tous les enjeux liés à la sécurité des patients. L'axe 3 donc, de la feuille de route concerne la capitalisation sur les retours d'expérience et donc va permettre de finalement apprendre collectivement par l'erreur et il est coordonné par la FORAP, donc la fédération qui structure qui fédère pardon, les structures régionales d'appui à la qualité et à la sécurité des soins. Donc, 4 sous-actions sont déclinées. Donc, les deux premières concernent en fait l'organisation de retours d'expérience, de réunions de partage d'expérience au niveau national et régional.
Donc, on sait que voilà, ça fonctionne, ça permet de capitaliser sur voilà, c'est ce qui est fait, de mutualiser aussi autour des réussites, parce que tous les jours, il y a des événements qui sont évités et rattrapés par les équipes et ils doivent être soulignés. L'action 3 concerne l'incitation à la mise en œuvre de revues de morbidité, mortalité entre la ville et l'hôpital, parce qu'on sait qu'il y a des dysfonctionnements qui surviennent fréquemment dans les étapes de transition du parcours des patients. Et l'action 4 qui va permettre de faire un état des lieux sur la fonction de coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, qui est encore assez hétérogène, on va dire, en termes de compétences et de positionnement au sein des établissements. L'axe 4 concerne la promotion de certaines actions dans certains secteurs. Elle est pilotée par la DGOS. Et donc, on a ciblé des secteurs ou des thématiques pour lesquels on n'a pas observé de diminution d'événements indésirables graves entre les deux dernières études nationales, donc ENIS 3 et ENIS 2. Donc, il s'agit notamment du bloc opératoire, des soins critiques, de l'organisation de la sortie et de la prévention du risque suicidaire. Donc sur le bloc opératoire, l'idée c'est de poursuivre ce qui est déjà engagé, notamment par la Haute Autorité de Santé en termes de communication et d'adaptabilité de l'outil de la checklist. Pour l'action 2, il va s'agir en soins critiques d'étudier, d'analyser un peu les causes d'événements indésirables graves qui surviennent donc en soins critiques et de capitaliser sur les retours d'expérience. Il y a récemment un flash sécurité patient de la HS qui est sorti sur la survenue d'embolies gazeuses lors de la gestion des cathéters veineux centraux. Donc voilà, sur le sujet. L'action 3, on est sur l'amélioration de la sortie des patients, notamment la transition hôpital-domicile, parce qu'il y a souvent des événements indésirables graves qui vont être sur les ruptures de transition entre l'hôpital et le domicile. Donc, on a notamment un dispositif en cours d'accompagnement qui est proposé par la CNAM sur les établissements par rapport à leurs résultats autour de leur indicateur qualité-sécurité des soins sur la lettre de liaison à la sortie qui est en cours. Et l'action 4, qui est sur la prévention du risque suicidaire, qui reste le deuxième type d'événement indésirable grave le plus déclaré au niveau national. Et une des sous-actions qui peut peut-être plus vous concerner, c'est notamment de prévoir pour les directions d'établissement d'établir un plan de sécurisation de leur établissement, que ce soit au niveau mobilier ou immobilier, pour évaluer et prévenir le risque lié aux actes suicidaires. L'axe 5 donc, met en lumière la place du patient et de ses proches pour améliorer la sécurité. Il est coordonné par France Asso Santé et le REVA de Nouvelle-Aquitaine et il propose donc d'être décliné en 3 actions. Tout d'abord, renforcer le pouvoir d'agir du patient en partenariat avec les professionnels de santé. Donc, dans cette action, il y a par exemple le développement de mon espace santé, la promotion de la démarche de décision partagée entre les professionnels et les patients. L'action 2 pardon, identifie la prise en compte de l'expérience patient pour améliorer les organisations et les prises en charge. On a notamment dans cette action le développement des PROMS, qui sont des mesures de la qualité perçue par les patients par rapport aux résultats de soins obtenus qui vont permettre de progresser sur les pratiques et certains processus. Et l'action 3, qui est l'association des patients et des représentants des usagers dans l'analyse des événements indésirables associés aux soins. Et on a notamment une sous-action envisagée qui est d'intégrer le récit des patients dans l'analyse des événements indésirables associés aux soins ou dans une RMM de façon complémentaire à celui des équipes pour enrichir l'analyse et éventuellement le plan d'action qui va être proposé à la suite. Donc cette diapo pour illustrer un petit peu
un récapitulatif donc des objectifs, des axes et des actions qui seront portées par la feuille de route. Donc là, j'ai pas pu tout détailler, mais vous avez l'intégralité qui est disponible sur le site internet du ministère et qui reprécise vraiment les sous-actions, en tout cas les objectifs de chaque action et leur déclinaison de façon un peu plus précise. Le déploiement de cette feuille de route, donc comme je vous le disais au départ, elle est calibrée sur la période 2023-2025, mais on sait bien qu'elle devra être pérennisée au-delà. Donc on l'a lancée effectivement en novembre dernier. Un premier bilan est prévu lors de la prochaine semaine sécurité des patients 2024 qui aura lieu cette fois-ci en septembre pour se caler avec le calendrier de la journée mondiale proposée par l'OMS. Et en 2025, un bilan des actions menées, même si effectivement les actions devront être poursuivies pour pérenniser et installer davantage ou améliorer le développement de cette culture sécurité dans le système de santé. Merci de votre attention et vous avez des compléments sur notre page internet sur le site du ministère qui peut vous compléter ces propos. Merci à vous. Merci beaucoup Caroline Bizet pour cette présentation de la feuille de route améliorer la sécurité des patients et des résidents que nous pouvons retrouver donc sur le site du ministère. Nous vous retrouvons aussi tout à l'heure pour la série de questions-réponses un peu plus tard dans la matinée avec toutes les questions qui sont posées actuellement sur le chat.